Et bien, bienvenue à vous sur ma toute première vidéo YouTube avec ma chère Naomi. Donc, je vais vous expliquer un petit peu, ça va être un nouveau concept, je suis trop heureuse de le lancer. En fait, le concept va être, on va cuisiner ensemble. Donc, vous verrez, il y aura aussi des nouveaux invités. Cette invitée est assez particulière, elle va un peu vous présenter aussi qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, tout ça. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on va cuisiner ensemble. Donc là, en l'occurrence, ça va être un petit brunch et on va échanger. Elle va surtout me poser des questions parce que je me suis rendu compte que je partage des recettes sur Instagram et vous me connaissez peut-être pas vraiment. Donc, d'où aussi YouTube on est sur des formats beaucoup plus longs. Donc, c'est parti. On va pouvoir commencer. Peut-être Naomi, te présente-toi peut-être un petit peu ce que tu fais dans la vie, tout ça, tout ça. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être Avec ici, plaisir. de pouvoir cuisiner ensemble. C'est surtout ça pour ça que je suis venue. Et pour manger. C'est ça. Alors, moi, je m'appelle Naomi, j'ai 27 ans et je suis à Bali depuis maintenant 2 mois. Et j'aimerais y rester maintenant sur le long terme, comme tu le sais. Et je suis mentor, j'accompagne les femmes pour prendre la parole et pour porter leur voix en ligne. Parce qu'il y a énormément de personnes Qui ont des messages à faire passer, mais qui au moment de prendre la parole face caméra ont cette voix bloquée, cette voix qui est timide. Et alors qu'en fait, finalement, ces femmes-là ont beaucoup de choses à partager. Et je suis vraiment heureuse ici d'être aujourd'hui avec toi parce que tu as énormément de choses à partager en ligne. Je trouve que ce que tu partages sur ton compte est vraiment génial. Tu partages des recettes qui sont vraiment hyper qualitatives, mais on a énormément échangé toutes les deux. Et je sais à quel point tu as énormément de choses à apporter, plein de connaissances, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as expérimenté. Donc, je suis contente que tu puisses partager tout ça à ta communauté aujourd'hui et que je puisse te poser des questions et échanger tout ça avec un bon repas. Donc, je suis contente. Merci à toi. Donc c'est parti, on va commencer le brunch. Je vais juste rapidement vous expliquer qu'est-ce qu'on va cuisiner. Il y aura un houmous à la betterave. Bon, c'est une recette d'ailleurs, il est déjà sur mon compte, mais qu'on va refaire. On va faire des pancakes à la banane. Et on va faire des toasts, tomates caramélisées, amis et œufs pochés sans arrive parce que c'est un peu la technique qui tout doux. Ouais, on va la faire. Hein. Qu'on retrouve un. J'ai trop hâte. Et donc c'est parti. Alors là, j'ai fait cuire les betteraves en avance parce que je vais les faire refroidir. Elles sont crues à la base, donc je les ai fait cuire pour après les mixer avec le houmous. Mais ça, je vais les mettre de côté. On les utilisera après. Okay. Je pense qu'on va commencer par la pâte à pancake. Comme ça, on pourra la laisser refroidir. Enfin, la laisser reposer, pardon. Donc, c'est parfait. Je vais prendre les petites farines. Donc, comme on est sans gluten, alors désolé, vous voyez mon petit bazar. Comme on est sans gluten, la chose qui est un peu plus compliquée en cuisine, c'est de faire par exemple des pancakes, du pain, etc. Donc on est très souvent obligé de mixer pour avoir une texture un peu plus comme le gluten, des farines ensemble. Donc là, en l'occurrence, je vais partir. Alors souvent la base, c'est un petit peu la farine de riz correspond à près 60% du grammage. C'est pareil, il y a un peu un pourcentage de grammage pour avoir une bonne texture. Sauf que la farine de riz, c'est haut en index glycémique. Il n'y a pas énormément d'intérêt d'un point de vue nutritionnel. Du coup, on va partir sur la farine de sarrasin, c'est une pépite pour notre santé. Et de la farine, donc cassava, c'est le manioc. Donc manioc, ça va donner un peu ce côté un peu plus élastique. Donc, je vais sortir mes petites farines. Donc, tac. Donc, tous les produits, vous verrez, c'est des d'autres marques un peu... parce qu'on est à Bali, c'est vrai que tu l'as précisé, je ne l'ai pas précisé. Mais nous sommes à Bali, donc vous verrez, les marques sont un petit peu différentes que forcément les marques que vous retrouvez en France. Dans nos repas là, je vous ai tapé les petits ingrédients qui ont été cherchés. Donc, c'est parti. Tu peux casser ton premier œuf. Attends, là, je casse en entier. Et l'autre, je vais devenir un petit bol. L'autre, on va garder tu vas séparer le jaune du blanc. Ok, je mets là, tu as repris. Ouais, le ça, tu vas le laisser là et le blanc, tu vas mettre là. On va les monter en neige pour le. Ok, le feed des. Ok, pancake. Ça va, tu sais. Ouais, super, c'est la c'est parfait. C'est le caméra. Oh là 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 là. Voilà, hop. Et là, tu peux le mettre nickel. Impeccable. Il y a une petite goutte de jaune, c'est ça? Ça le fait pas là. Dis-moi, qu'est-ce qu'on met après? Alors, la petite tactique pour faire monter les blancs en neige, c'est mettre une petite pincée de sel. Ça va resserrer les blancs et ça va les faire monter plus facilement. Celle-là, on fait à l'ancienne, on va le faire à la main. Alors peut-être que j'ai pas la bonne technique. Ah ouais, c'est ça. En fait, Non, l'idée, vas-y. c'est que tu remontes les blancs comme ça. En fait, ça. T'as la technique, hein? Allez. Moi, et ça m'en sens. Hop là. Dernier.
Nous. On a cassé les oreilles. La SMR. Est-ce qu'on va te dire que je te fasse une petite interview? Allez, je te pose des questions en même temps. Ou t'arrives, c'est de la team de... Ah oui, je dois faire un déj de dragon, c'est de questions. J'attendais que tu te poses des questions. Eh oui. Alors déjà, moi je te connais, bah, maintenant ça fait quelques mois maintenant que je suis ici à Bali et Maintenant, c'est moi qui ai du mal à parler dans la cuisine, tu sais. En même temps, tu m'en dis bon, je te donnais le truc, si on échange la tâche. Ah, c'était pas donner le truc. Donc on échange. Oui. Juste là, en gros, t'écrases des balais. Tu prends ton temps de bien écraser, voilà. ok, trop bien. Ouais, je préfère parce que y a la façon de piquer moi j'ai du mal à faire multitâche. C'est normal. Alors, étant donné que, alors comme je l'ai partagé, on a pas mal échangé toutes les deux, mais je pense que les personnes de ta communauté ne te connaissent pas assez. C'est Et vrai. aimeraient en savoir davantage sur toi et davantage sur ton histoire. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter aussi Ouais, carrément. et nous dire, ça fait combien de temps maintenant que tu es à Bali et pour quelle raison tu es venue ici à Bali? Carrément. Je fais une petite pause parce que je pense que le son va pas être très Et oui. agréable. Bon, je fasse tout ça. Alors, bon, moi c'est Sève. Je pense que prénom vous avez quand même. Donc j'ai 26 ans. J'ai 26 ans cette année. J'habite à Bali, donc c'est vrai que j'en parle pas énormément sur les réseaux, mais vous voyez un petit peu des stories, peut-être des produits aussi alimentaires un petit peu différents. On est à Bali, donc avec mon chéri, depuis 1 an et demi. Donc on est arrivé en octobre 2024, donc ça va faire plus de même d'1 an et demi. Et on s'y plaît énormément. Enfin, franchement, on adore l'endroit, ça a été un vrai coup de cœur. Pourquoi Bali? On voulait bouger, on voulait voyager. De base, on est la région du coup du Pays Basque, donc on habitait à Biarritz. Et j'étais, c'est classique, j'ai créé ça à pied, un CDI. Et en fait, voilà, bon, on va peut-être avoir des sujets au fur et à mesure, mais j'ai eu du coup ce déclenchement de la maladie cœliaque. J'en parle quand même un petit peu aussi sur les réseaux. Donc pour faire simple, la maladie cœliaque, c'est donc une maladie auto-immune qui, en fait, lorsqu'on ingère du gluten, il y a des anticorps qui se créent qui, en fait, détruisent les parois intestinales. Donc ça a été assez un choc parce que, en fait, je l'avais sûrement depuis très longtemps et du coup, elle s'est déclenchée et en fait, ça a été aussi tout un déclic sur ma vision de vie parce que j'ai un chéri qui, voilà, entrepreneur depuis des années, qui avait vachement la bougeotte. Donc, en fait, souvent, on a été dans des relations des fois à distance, il bougeait beaucoup. Et moi, j'avais pas forcément une envie d'entreprendre, mais j'avais toujours envie de créer un projet, mais qui était pas clair. Et là, pour le coup, je me suis dit, bah, bon, c'est un coup dur, évidemment, ça a été dur à accepter, mais je me suis dit, en fait, c'est une énorme opportunité. C'est en fait, depuis toujours que tu es passionnée de cuisine, de nutrition, tu dis que tu vas faire quelque chose, mais tu le fais pas. Et en fait, la vie m'a un peu poussée, bon, ben Sève, OK, tu as une maladie, bah, en fait, fais-en ton métier, Ouais. ton boulot. Donc voilà, donc pour faire simple, j'ai quitté mon CDI, on est parti à Bali. Gros coup de cœur pour l'endroit et du coup, bah, on vit ici depuis 1 an et demi. Ouais, du coup, je te disais, voilà, quels ont été tes premiers symptômes? À quel moment tu as su qu'il fallait consulter, justement, pour faire les analyses et ensuite savoir que tu as cette maladie? Comment c'est venu? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un choc émotionnel. Honnêtement, c'est très souvent comme ça, toutes les maladies ou même des fois, bah, les cancers, les maladies encore plus graves viennent d'un choc ou d'un trauma. J'ai eu un décès, qui a été assez brutal qui, bon, c'est un peu j'ai pas encore cherché le côté trop somatique, mais je pense que c'est ça. Qui a fait, en fait, ressortir sur moi la peur de l'abandon. Je vais pas aller dans le détail puisque ça m'a écrit, mais il y a eu beaucoup de schémas d'abandon dans ma famille, voilà, du côté féminin et mes 2 grands-mères. Ma mère aussi a fait du coup une forme d'abandon et tout ça, enfin et cetera, du coup, dans ma vie. Elle est partie pendant 1 an et demi, du jour au lendemain, donc ça a été hyper brutal et en fait, il s'avère que la personne qui est décédée, c'était mon oncle, qui était ultra fusionnel avec ma tante. Donc ils sont ensemble depuis leurs, 17-18 ans, donc ça faisait 50 ans, 40 ans pardon, qu'ils étaient ensemble et en fait, il a fait un arrêt cardiaque et en fait, il s'avère qu'en recherchant s'il y avait aucun problématique de santé, il avait la maladie de Brugada. Donc c'est une maladie, comme ça au moins ça fait une petite, prévention. C'est une maladie cardiaque, en fait, qui, fait qu'à partir d'à peu près 30 ans, tu déclenches à tout moment un arrêt cardiaque et tu meurs. Voilà, il y a pas de voilà, c'est assez brutal donc il faut en fait être équipé d'un défibrillateur et bah, il s'avère que, bah, il le savait pas, il était en très bonne santé, enfin, il avait cette maladie mais il avait jamais eu d'arrêt cardiaque avant
Et donc, il a fait un arrêt cardiaque dans le lit avec ma tante. Ça a été ultra traumatisant. Il a été dans le coma parce qu'elle a réussi. Incroyable. Elle savait faire les massages cardiaques à le réanimer. Mais sauf qu'en fait, il a fait 3, 4, je crois, arrêts cardiaques. Du coup, il avait plus de neurones, quoi, de cerveau. Enfin, rien fonctionnait. C'est vraiment Ça a choquant. été assez hard. Moi, au niveau de ces personnes, je l'adore, hein. Mais j'ai beaucoup de décès dans la famille, donc je n'étais pas si choquée, même si ça a été très choquant ce qui s'est passé. Ça a été plus la symbolique du couple, de l'abandon. Elle allait abandon ma tante. Et je pense que j'ai fait un transfert. Bref. Et suite, du coup, à ce décès-là, j'ai eu des symptomatiques très bizarres. Je tremblais beaucoup, j'étais très fatiguée. Je me suis dit, bon, c'est le moment, il faut que je fasse une prise de sang. Voilà, sans penser tu avais une maladie ou quoi que ce soit. Sur la prise de sang, j'avais une carence énorme en fer et j'avais mes globules blancs qui étaient assez hauts. Donc je me battais, enfin un corps se battait contre quelque chose qui ne se voyait pas sur la prise de sang. Et j'avais le fer aussi très bas. Donc en fait, avec l'ancien médecin, donc on s'est dit, j'ai une carence en fer, en fait, tout simplement. Sauf que, donc du coup, j'ai eu un traitement contre le fer, mais sauf que j'ai eu des symptômes qui ont été de plus en plus progressifs. J'avais des troubles neurologiques, des pertes de mémoire, j'ai des gros manques de concentration. On me parlait. 30 secondes après, j'avais complètement oublié ce qu'on me disait, littéralement. J'avais complètement oublié. C'est chaud, ok. J'avais perdu 7 kilos. J'avais, je pense, depuis toujours des troubles digestifs que je normalisais. Parce que ça, c'est la problématique de beaucoup de personnes. On normalise des douleurs parce qu'on l'a depuis toujours. Donc ça, je ne m'étais pas trop dérangée sur le côté digestif, en fin de compte. J'avais par contre de la nausée tout le temps, tous les matins. Donc au début, je pensais que j'étais enceinte. Mais non, pas du tout. Et jusqu'à en fait avoir de plus en plus du mal à conduire, de faire des malaises pendant mes entraînements, d'avoir du mal à travailler. Et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai une maladie, et j'ai revu le médecin qui ne m'a pas du tout pris au sérieux, qui m'a dit que c'était psychologique, que j'étais juste fatiguée. J'ai insisté, j'avais une grosse baisse de tension et ça l'a pas alarmée non plus. Jusqu'au moment où j'ai décidé de changer les seins. Et du coup, pour le mériter, voilà. On a pris au sérieux, on a fait beaucoup de checks sur la tension, sur plein de maladies. Il y a aussi des maladies un peu familiales, mais je ne les avais pas. Et il s'avère que j'étais bien positive à la maladie cœliaque. Comment on est diagnostiqué? C'est des crises de sang. Et en fait, il y a des anticorps. Donc, si du coup, tu es négatif sur les anticorps, tu n'as rien à la maladie. Moi, j'avais les anticorps à plus de 100 et était positif à partir, je crois, entre 10 et 13. Donc, il m'a dit, bon, vous en doutez bien, vous l'avez bien, la maladie. Il faut vérifier par une biopsie entéroscopie. Donc, on t'ingère un tuyau. Ouais, c'est pas très classe. Mais même, c'est de la sensation. Ouais, j'ai eu. Alors, faites l'anesthésie générale parce que j'ai fait la locale. J'ai fait la dure, comme d'hab. Je dis, ah non, je vais faire la locale. J'ai bien regretté. On dirait qu'on est un animal, on t'entube un tuyau qui est quand même assez épais dans la gorge. Et tu le sens, le truc là, c'est dégueulasse. Ouais. Donc, T'avais quel âge? J'avais 24 ans. Donc, c'est il y a à peine. Ah oui, donc non, ça, 23 ans, pardon. tu avais 23 ans Ouais. quand tu as eu la Ouais, maladie, quand ouais. tu as su que tu avais la Ouais. maladie. Ça fait à peine. Ça faisait combien de temps que tu l'avais et que tu le savais pas, finalement? Depuis toujours, je pense. Ok. Depuis presque toujours, parce que. Tiens, je te laisse le livre. Ouais, honnêtement, on est bon là sur la pâte. Et vous voyez, comme elle est élastique. Alors, ça, c'est grâce à la banane et grâce au manioc. C'est incroyable. On va mettre juste moi, je mets de l'eau, mais vous pouvez mettre du lait végétal. Moi, j'ai du lait végétal, mais j'aime bien mettre un petit peu d'eau. Le liquide que vous voulez d'ailleurs. Et donc, oui, ta question, c'était. Tu l'as eu depuis toujours, tu me dis? Oui, je pense. Je pense que oui. Je me plaignais beaucoup de maux de ventre. Je voulais pas manger le pain. Pour le coup, j'ai une éducation, on a toujours mangé très très sainement, donc j'avais pas céréales, tout ça. Mais j'avais du bon pain de campagne, grillé le matin avec du beurre, tout ça. Je ne voulais jamais manger le matin. Pourquoi? Le pain, il y a le gluten, donc mon corps me parlait. Mais quand t'es petit, tu sais pas. Les parents, je pense que je suis dure à la douleur. Sur beaucoup d'exemples dans ma vie, je ne ressens peut-être pas la douleur comme d'autres personnes, mais tu sais pas, on peut pas me parler. Sinon, tu te dis pas. Et en fait, si je disais que j'avais mal au ventre, mais j'allais à l'école, je me plaignais pas tant que ça. Mes parents, du coup, ils ont été très cool. Ils se sont dit, bon, elle veut pas manger le matin, on va pas la forcer. Et ce qui passait, c'était les œufs, le jambon. À 16 ans, je mangeais des chansons. C'est fou, ça. Alors, c'est très rare. Ah, j'adorais. C'est très rare. J'adorais parce que ça ouais. me faisait en fait pas de mal. Ouais. Et tous mes choix dans l'alimentation ont été orientés. Je disais que j'aimais pas les pizzas, que j'aimais pas les pâtes, je disais que j'aimais pas les panini, les churros.
Tout ce qui était free avec du gluten, j'aimais pas. Le fromage, je le mangeais toujours sans mon père. On me dit, mais c'est bizarre, toi, tu manges pas. Et en fait, non, je disais, ah non, je préfère le riz, je préfère le quinoa. En fait, j'ai naturellement eu très peu de gluten. Pour ça que je pense que j'ai autant toléré la maladie. J'ai été très vite autonome jusqu'à en fait, en fait, de toute façon, la maladie cœliaque, c'est une tolérance zéro jusqu'à, je pense, une accumulation dans le corps qui était trop importante, quoi. C'est ça, parce que on est jeune, justement, on a tendance à aller vers ces aliments-là. Et dit absolument ça. Et toi, c'est tout le contraire. Seulement, vous avez une maturité. Ah, je voulais, mais c'est vrai, la kid aussi. Ah oui, et naturellement. Donc, et puis vu qu'on a une éducation, on mangeait quand même sainement. Enfin, faut dire, mon goûter, c'est des galettes de riz, donc il n'y a pas de gluten dedans. Et c'était des fruits et du chocolat. Donc, j'avais pas les biscuits. Donc, dans les biscuits, il y a beaucoup de gluten, c'est de la farine. Donc, c'est pour ça que ça passait. Et dès que je mangeais, par contre, un gâteau, j'avais mal au ventre. Mais je me disais, bon, je vais le dire. Et quels sont les risques si tu sais pas que la maladie, tu continues à avoir une alimentation? C'est quoi les risques? Qu'est-ce qui pourrait s'accumuler finalement? Eh bien, en fait, la maladie fait que du coup, ça détruit en fait, si vous voulez, dans votre intestin, il y a des villosités. Faut l'imaginer un petit peu, vous imaginez une grande forêt, les villosités, c'est des arbres. Et en fait, la maladie coupe les arbres. Et en fait, ces villosités servent à absorber tous les nutriments. Donc, le fer, le magnésium, même c'est pour ça que j'avais perdu du poids. Donc, protéines, tout ça, je n'absorbais rien. Et en fait, quand tu n'absorbes plus aucun nutriment, c'est vrai que la maladie, il y a plus de 200 à 300 symptômes. Tu peux avoir des problèmes aux os, des problèmes au niveau de ton cerveau, neurologiques, des problèmes au niveau de ton sang. Enfin, en fait, pour ça que je faisais des malaises, parce qu'en fait, j'avais une carence énorme en fer, donc j'étais tout le temps essoufflée. Donc, en fait, tu as plein de symptomatiques. Donc, le risque, c'est que tu sois une passoire, littéralement, et que tu occasionnes, il y a des personnes qui finissent en fauteuil roulant. C'est un truc de dingue. Je connais une personne, elle a fini en fauteuil roulant. Et ce qui l'a sauvée, arrêter le gluten. C'est un truc de barge. Voilà. Tu peux être fait. Alors, et après, les problématiques vraiment pas drôles. J'ai une énorme chance, j'ai pas fait les tests, j'avoue, j'ai un peu peur, de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Parce que du coup, ça joue sur la fertilité. Le fait d'avoir consommé du gluten pendant des années sans le savoir, ça a abîmé aussi cette partie-là. Et on a, je crois, une chance sur 5 de faire un cancer de la lymphe, donc lymphome, parce que c'est le système lymphatique. De voilà toute la partie et après enfin de toute la partie digestive, mais aussi des chances d'avoir maladie de Crohn, maladie du coup syndrome de l'intestin irritable, enfin plein d'autres maladies très reloues, quoi. Donc voilà, mais à partir du moment où il y a plus de gluten, on n'a aucun symptôme. OK. Ça veut dire que tu ne prends pas de médicaments ou de compléments pour ça? Non, il y a aucun. Alors moi, j'ai été suivie par un nutritionniste pour refaire tout mon microbiote qui était déglingué. Enfin forcément, hein, quand tu as pris de rien, tu as pas les bonnes bactéries et ça, c'est des sujets, on en parle de plus en plus, mais le microbiote, c'est hyper, hyper important pour notre mental, pour tout. Et donc oui, non, j'ai eu beaucoup de complémentation, mais c'est pas des médicaments, c'est de la complémentation, de la micronutrition adaptée. D'accord. Pourrais me parler davantage, là c'est une question personnelle parce que je suis pas fort là-dessus. C'est comment je pourrais expliquer ce que c'est le microbiote? Ouais, parce que même ça, je sais pas ce que c'est. Et tu m'en parles beaucoup et j'aimerais savoir justement comment tu gères tout ça et ça veut dire quoi? Alors, je peux essayer vraiment de vulgariser le microbiote. Alors, on en a partout. On a en fait, le microbiote, c'est un ensemble de micro-organismes, de bactéries, si vous voulez, bonnes et mauvaises, qui font un équilibre, du coup, dans notre corps. Donc, on en a dans notre bouche, on en a dans notre vagin. Donc, pour ça qu'on a souvent des vagineuses, des champignons, etc. C'est quand il y a un déséquilibre, finalement, ou qu'il y a une bactérie qui est venue, un virus, ça a déséquilibré nos bactéries. On en a dans la peau, on en a partout. Et je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 70 à 80% de notre microbiote global est dans notre intestin. Donc, c'est pour ça que c'est ultra important de bien se nourrir. Donc, c'est hyper impacté. Des fois, tu peux avoir des problèmes, je suis persuadée de ça, mais parce qu'on dit que les microbiotes interagissent ensemble. Et des fois, tu peux avoir des problèmes, moi, je suis à l'aise avec ça. J'ai eu une vaginose pendant des années qui ne partait pas. Et je prenais des antibiotiques, ça ne partait pas. Et quand j'ai été déclarée la maladie cœliaque, je me suis dit: «Mais attends, tu as le microbiote qui est déglingué au niveau des intestins, mais est-ce que ça joue sur ton microbiote vaginal?» J'en ai parlé à ma sage-femme. Elle m'a dit: «Il y a pas de on manque d'études scientifiques, sur le microbiote, on en parle depuis pas longtemps». Elle m'a dit: «Mais ça peut être complètement lié. Vous avez pas les bonnes bactéries, donc forcément, comment du coup ça peut bien fonctionner aussi là?»
Donc ça peut avoir plein d'impact, en fait, sur notre corps. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Je comprends mieux parce que tu vois, c'est des termes, toi, tu les as acquis. C'est quelque chose parce que tu te renseignes énormément sur ça. Et pour une personne, justement, qui ne se renseigne pas forcément sur ça, mais moi, personnellement, un type de profil, c'est des termes scientifiques qui sont intéressants, justement, à avoir et à connaître, justement. Bien sûr, attention à tout ça, bien sûr. Mais c'est assez récent, hein. Je crois que ça fait qu'une vingtaine d'années qu'on en parle et qu'on se rend compte du pouvoir, en fait, du microbiote sur les dépressions aussi. C'est un axe entre notre microbiote intestinal, qui est dans l'intestin, et notre cerveau. Il s'appelle l'axe, c'est le nerf vague, l'axe intestin-cerveau. Beaucoup de personnes qui font des dépressions chroniques, c'est pas que des problèmes psychologiques, c'est des fois des équipes de notre microbiote. C'est un truc de dingue. Et ça, vraiment, c'est un truc de malade, ce sujet-là. Ça, je le remarque parce que dès que je commence à manger de la malbouffe, etc. Alors, pour le coup, je suis très saine. En général, c'est très rare que je vais manger des burgers, etc. Mais quand j'en mange, je sens que ça a un Ouais. impact sur mon côté. Ouais, j'ai un peu plus la flemme, je me sens un peu dépressive, Ah mais oui, mais je me sens pas bien, etc. Et totalement, c'est pour cette raison que je me suis dit, mais en fait, l'alimentation, c'est hyper important. Tu vois, là, totalement. aujourd'hui, toi, tu as des intolérances, donc gluten, on peut avoir des intolérances au gluten sans forcément Ouais. avoir ta maladie. Bien sûr, ouais, Ma mère, elle est intolérante au gluten. bien sûr. Et naturellement, même si j'ai fait des prises de sang, je ne suis pas intolérante au gluten. Je le mets de moins en moins dans mon quotidien. J'en mange de moins en moins parce que je sais que je vais avoir le ventre qui va être gonflé. Alors que, justement, je n'ai pas d'intolérance. Ouais. Mais je pense que, et ça tu m'en as parlé, comme quoi la farine, c'est ça, de gluten, Ouais, enfin, tout ouais. ce qu'on utilise pour constituer le gluten a changé. Ouais. Et donc, est-ce que finalement, ce serait pas un appel à faire attention au gluten, même si on n'a pas ces maladies-là Ouais, finalement? ouais. En fait, comme dans l'alimentation de manière générale, à partir du moment où vous avez pas même une intolérance, ça peut passer. Mais à partir du moment où vous n'avez pas la maladie, c'est-à-dire ou la maladie Crohn, ou il y a d'autres maladies où c'est très restrictif sur l'alimentation, il n'y a aucun aliment qui est mauvais. On peut pas. Il y a beaucoup de gens aussi sur les réseaux qui disent le gluten, c'est de la merde. Non, enfin, ce genre de discours, c'est hyper toxique. En fait, déjà, on a tous une physiologie différente, on a tous des besoins différents. Donc, en fait, on ne peut pas donner des généralités sur l'alimentation. Et le gluten, en fait, aujourd'hui, s'il est autant critiqué, c'est parce que la farine d'il y a des années n'est plus la même qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'industrialisation, si je suis plus tard. Il y a beaucoup de pesticides. Aujourd'hui, on va plus prôner la farine blanche, donc qui a été raffinée, qui a été du coup transformée, que la farine complète ou l'ancien blé, comme l'épeautre, le seigle, où on est sur des variétés. Il y a plein de variétés de blé beaucoup plus anciens qui sont plus brutes, où il y a encore le opercule, la fibre, etc. Et du coup, ce qui fait qu'il y a moins de gluten dans la quantité. Par exemple, il y avait une étude sur Arte qui avait été dite il y a, je sais pas, 15 ans ou 20 ans, la baguette de pain qu'on consommait, donc même la baguette de pain blanche, elle avait genre 10 fois moins de gluten qu'aujourd'hui. Donc en fait, il y a trop de gluten de basse qualité dans notre alimentation qui est partout. Parce que le gluten, c'est assez magique. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des farines et tout ça. C'est un coagulant, c'est un liant, un texturant, beaucoup utilisé même en arôme. Par exemple, le malt d'orge est beaucoup utilisé en aromatique dans la sauce barbecue. Et tu dis, en fait, tu peux avoir du gluten. Alors, toutes les marques, non. L'Amora, je crois que c'est le cas. Certaines marques, il n'y en a pas. Et en fait, tu dois faire gaffe partout. Dans les bouillons, il y a du gluten. Dans des bonbons, des fois dans du chocolat. Et du coup, en fait, il y en a fait partout. Il y en a partout. Et du coup, ben, en fait, c'est toujours... C'est la dose qui fait c'est la dose qui fait le poison. Il y a cette expression-là. C'est la même chose. Trop de gluten va, à un moment donné, animer, je pense, vos intestins ou être compliqué de gérer et créer des sensibilités. C'est pareil pour le lactose. Bien sûr. Le lactose, on a bourré de lait pour les enfants. Le lait est très bon. Encore une fois, faut pas dire ah ben, parce que au lait végétal, je bois plus le lait cru, c'est ultra riche. Mais pas tout le temps. Pas matin, midi, soir, un litre de lait par jour. C'est trop. Et en fait, avec cet excès, en fait, il y a une enzyme qui est la lactase qui est quasiment plus produite dans nos organismes parce qu'on a sûrement trop bouffé de lait. Hein.
Exactement. Tu vois, à un moment donné, j'avais arrêté de manger, alors c'est pas du gluten, mais j'avais arrêté de manger de la charcuterie. Parce que je sais que c'est pas forcément bon, et moi j'adore le saucisson. Tu vois. J'adore aussi. Et en fait, je me souviens, j'ai eu une conversation avec une personne qui m'a dit: «Mais Naomi, si tu supprimes totalement de ton alimentation, au moment où tu vas avoir des fringales où tu vas être trop tenté, que tu vas vouloir en manger, ton corps ne va plus du tout avoir l'habitude, et c'est pire». Ouais. C'est pire parce que tu deviens limite intolérant dans un truc où de base t'es pas intolérante. Exactement. C'est le cas pour tout le monde. C'est normal, le corps, il est un peu feignant, il va aller vers la facilité. Tu lui donnes la facilité, mais il va s'habituer à ça. Donc en fait, quand tu vas retourner en arrière vers quelque chose qui est plus dur à digérer, il va faire en mode ah ben non, j'ai pas envie, parce que tout simplement, pour le lactose, il va produire moins de lactase, donc c'est l'enzyme. Pour ça que quelqu'un qui est intolérant voilà, on parle de sensibilité au gluten, on parle pas d'intolérance pour le gluten et de l'intolérance pour le lactose. Mais quelqu'un qui va avoir une sensibilité ou une intolérance, c'est pas conseillé de 0 de cet aliment. C'est conseillé de faire une pause pour le système digestif et de réintroduire doucement et de réintroduire de la qualité. De la qualité. Ça sera mieux digéré. Par exemple, pour le pain avec gluten, privilégier le sourdough bread, donc on a ici, c'est le pain au levain. Donc en fait, le levain, si vous voulez, c'est un champignon, une bactérie qui a été travaillée, qui est ajoutée en fait dans la pâte de pain, qui est laissée poser pendant des fois 24, des fois plusieurs jours chez les vrais boulangers. Et en fait, le fait que ça laisse poser, la bactérie, elle va consommer du gluten. Donc en fait, elle va prédigérer le gluten. Donc pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont une sensibilité, qui vont aller vers des blés plus anciens, de l'épeautre, du seigle, etc., avec du levain. Et en fait, ils vont se dire, ah, mais en fait, je supporte bien le gluten. Ouais, pour en revenir à tout ça et pour faire comme un topo, toi tu n'es pas d'accord avec les discours comme quoi il faut supprimer complètement quand on n'a pas d'intolérance en tout cas, Ouais. et même pour les intolérances, qu'il faut pas supprimer, mais plutôt privilégier les aliments de qualité. Exactement. Ouais. Diminuer, oui, ça fera quand même du bien. Mon chéri, il mange quand même beaucoup moins de gluten, forcément, il est gentil, c'est adapté. Il en mange beaucoup moins, il sent qu'il digère mieux, mais quand il en mange de temps en temps, en fait, il a pas le bide éclaté, quoi. Bien sûr. Il a pas le bide éclaté et lui, il sent qu'il en a il n'est pas fan de pâtes et tout ça, donc mais quand il va manger, il va bien le digérer parce qu'il en mange pas tout le temps. Et à l'époque, quand il en mangeait peut-être plus, il se rendait pas compte, mais peut-être qu'il avait plus de ballonnements ou ce genre de choses, hein. Dans ta communauté, tu as beaucoup de personnes qui ont la maladie cœliaque. Alors j'avais fait des sondages, mais bon, tout le monde répond pas sur la quantité d'abonnés. Tu as toujours, en général, j'avais eu quand même une fois 120 personnes qui m'avaient répondu à un sondage incroyable, mais en général, c'est plus 40, 60. OK. Donc j'ai quand même beaucoup de personnes. J'ai une majorité de personnes qui ont des sensibilités ou intolérances, voilà. Mais une bonne autre partie de personnes où ça va être cœliaque. Je pense que j'ai peut-être 30%, De 20%. cœliaque? Je sais pas, c'est trop compliqué de. C'est quand même Mais ouais, il y a pas mal. pas mal de Ouais. personnes. Est-ce que à l'époque où tu as su que tu avais cette maladie-là, tu retrouvais sur internet des ressources qui parlaient de cette maladie finalement? Il y en a quand même. Il y a notamment, Zoé No Gluten. Ouais. C'est un peu la numéro 1 sur le sans gluten qui a beaucoup, vulgarisé le sujet, fait des recettes ultra simples, ultra accessibles, qui elle, je crois qu'elle est cœliaque depuis, plus de 10 ans et ça a été la première à en parler sur les réseaux. Il y avait Génial. personne à l'époque. C'est génial. Mais le milieu du sans gluten a quand même beaucoup évolué. Même s'il y a beaucoup, on pense que le sans gluten, c'est healthy, c'est pour maigrir, pas du tout. Il y a aucun aliment qui fait maigrir, c'est une grosse connerie. Ouais. Et du coup, ce qui est un peu chiant, désolée pour le terme, pénible, ouais, ça je vais le faire noter, qui est pénible en fait pour les gens qui ont vraiment une très forte sensibilité ou la maladie, c'est qu'on va dire: «Ah mais ça va, c'est à la mode». Non, enfin, il y a vraiment des gens qui en souffrent et c'est pas une question de mode ou quoi que ce soit et ça, c'est un voilà. Mais il y a quand même de plus en plus, hein, la théorie de documentation, ça c'est sûr. Je garde juste, tips, l'eau des pois chiches, tu peux faire de la mousse au chocolat avec. C'est vrai. Donc je la garde toujours et j'en mets toujours un petit peu dans l'eau mousse. Là, du coup, on passe au petit mousse. Moi, j'ai commencé à manger des cookies sans gluten parce que je me suis dit, il va y avoir moins de sucre et c'était une grosse connerie. Ah ouais, non, c'est une connerie. C'est une connerie De ouf. Ouais. voilà. Comme Grosse, quoi. grosse connerie. En fait, voilà, les produits sans gluten,
Vu qu'il y a pas le gluten et que c'est aussi un exhausteur de goût, de texture et cetera, ils rajoutent beaucoup de trucs et des fois, c'est en termes de compo, tu compares des gâteaux industriels sans gluten et des gâteaux industriels avec gluten, vaut mieux des fois aller avec du gluten parce que la compo, elle fait ça. Agent, texturant, amidon, machin, ils rajoutent plein de trucs et ils rajoutent toujours, il y a un pourcentage, je crois que c'est 20%, je sais plus de sucre pour qu'il y ait pas une perte de goût. Non, c'est Donc vous c'est voyez pas pas. plus Ouais. healthy, le gluten, le non-gluten. Ouais, exactement. Le Ça, gluten c'est les free, comme on préjugés. l'appelle. Ah oui, non, mais Exact. c'est un Ah, mais préjugé vraiment, de fou. c'est un gros préjugé, ouais. Donc si on n'est pas intolérant, il vaut mieux manger un cookie avec gluten que sans gluten. Oui, souvent, ouais. Souvent, ouais. À moins que ça soit un cookie fait maison, oui, dire mieux digéré. Et moi, j'ai des amis qui digèrent mieux les pizzas sans gluten, par exemple, parce que ces pizzas faites dans les restaurants, tout ça, donc elles sont quand même bien faites. Je pense que je digérerais mieux moi aussi. J'avais une autre question aussi. Comment est ton quotidien en tant que cœliaque, puisque toi, tu n'as le droit à 0, 0, 0. On va dire, comment tu fais si tu vois qu'il y a du gluten dans du chocolat, comme tu disais tout à l'heure, du gluten dans d'autres choses, enfin... Eh bien, c'est une adaptation, j'ai envie de dire. Alors, si tu veux, on peut faire ça ensemble. Je vais confier pour la recette. Dis-moi qu'est-ce qu'on je peux m'occuper de l'ail. Ok. Tu peux éplucher les. En fait, j'ai laissé la peau pour les cuire, les betteraves. Donc, juste, tu passes finement de côté et après, tu les prends en petits morceaux. En tout petits morceaux ou en lamelles ou en morceaux grossés parce qu'on va le mixer. C'est ok, facile. Allez, très bien. Ah, ok, alors, on va mettre grossé quand même. Ok. Donc, ta question, c'était, dis-moi, toi, comment tu gères au quotidien le fait que tu sois cœliaque? On dit ça? Que tu es cœliaque, oui, ok. Et que tu dois faire attention à tout, 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 tout. Eh bien, ça s'apprend. Ça s'apprend. Au début, c'était très difficile. Surtout que je suis quelqu'un de... Bah, tu me connais. Je pense que vous voyez un peu comment je suis sur les réseaux. Je suis très intuitive, très spontanée. J'aime bien les choses organisées, mais j'aime bien les choses spontanées. Ah, mais on va manger à tel endroit. Ah, mais vas-y, je te suis. C'est parti. En fait, ça a cassé chez moi. Au début, je l'ai moins maintenant. Enfin, je l'accepte. Ce côté très spontané, intuitif, ça demande beaucoup de contrôle, en fait. Et j'aime pas le contrôle. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas le contrôle, ça me stresse, ça me frustre. Donc ça, c'est pas évident, honnêtement, parce que ça demande d'anticiper. Tu vas au restaurant, t'envoies un message, t'appelles. Ah ben, je peux pas aller dans ce restaurant parce qu'il y a pas d'option ou ils font pas attention aux traces. Et en fait, des fois, tu te retrouves à une trace socialement. Oui, les traces, tu dois faire attention. Socialement, enfin, moi, des fois, j'ai une histoire, mais franchement, merci que je suis à Bali. Enfin, je veux pas racher sur la France, mais c'est beaucoup plus compliqué en France, le sans gluten à l'extérieur. Mais j'ai une situation de dingue. Une amie, donc c'est début de mon diagnostic, une amie m'invite pour son anniversaire. Elle faisait un brunch. Le restaurant ne posait pas de sans gluten. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Même pas d'option, rien. Si, c'est pas grave. Euh, Est-ce que tu peux leur demander? Je ramène au moins ma petite gamelle ou un petit truc, quoi. On était 12 personnes, 12 personnes à manger. Et j'étais la seule personne qui pouvait pas manger. Le restaurant a refusé. Le restaurant a dit que non, je pouvais pas ramener ma gamelle, qu'il fallait que je consomme, que je ne pouvais pas venir sans consommer et consommer quelque chose à l'extérieur. Et ma copine a bien dit, mais elle prendra un café, elle consommera. Non, il voulait pas, parce qu'il y a des normes assez strictes en France sur quand tu ramènes quelque chose de l'extérieur. Si je suis malade, je peux porter plainte contre le restaurant alors que c'était ma propre bouffe. Il y a un peu ce truc-là, moi j'ai appris en cuisine, parce que j'ai fait des études de cuisine. Oh, wow. Mais en fait, ils étaient prêts à refuser la réservation de 12 personnes en chiffre d'affaires pour une personne qui a une maladie. Elle a expliqué. Tu sais que c'est dingue. Ah, ça m'a écœurée. Et enfin, elle a quand même validé parce qu'elle avait prévenu tout le monde et ça faisait, voilà, 12 personnes dans un resto, c'est un peu plus pénible à trouver. Mais franchement, je suis venue, j'ai pris mon café, mais je suis partie vite. En fait, j'ai profité même pas du moment. Je voyais qu'ils mangeaient des trucs cool. J'avais la dalle, c'était un brunch, donc c'est 11h30, j'ai mangé à 15h. Franchement, j'ai craqué. Ce jour-là, je me rappelle, j'ai pleuré. Et j'ai dit, c'est injuste, en fait. Ça te coupe. Ouais. Ça te coupe, on ne te prend pas au sérieux. Et ah ouais, j'étais verte. J'étais verte. Ici, c'est cool. À Bali, Chestic, ils sont tellement gentils. Ils trouvent des solutions. C'est vrai. Et puis, l'alimentation, c'est beaucoup à base de riz ici. Donc, en fait, il n'y a pas trop de farine. C'est quand même... Il y en a, hein. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup plus facile. Et c'est vrai que du coup, je galère moins ici. Même si les traces, c'est très compliqué. Il y en a... Je mange moins à l'extérieur par rapport à avant, hein, ça c'est sûr.
Une trace de gluten, ça peut me rendre malade, en fait. Une trace de gluten, c'est fou, ça. Et au-delà de malade, c'est que l'accumulation, ça va détruire tes villosités. Donc, en fait, des fois, j'ai gros crash de fatigue ou j'ai de la diarrhée. Et que, pourquoi? Mais non, j'ai du noirceur. Ouais. Ah, c'est relou. Ça, c'est relou. Poussière. C'est la trace qui est le plus relou pour les cœliaques. Oh là là. Sèvres, j'ai plein de petites questions et j'ai envie qu'on passe à l'essentiel. Dis-moi. Alors déjà, on a beaucoup décortiqué la maladie cœliaque. Oui. Et ça, pour le coup, c'est très intéressant parce que tu as beaucoup de personnes qui te suivent pour ça aussi. Parce que tu m'as dit que tu avais des formations, tu t'es formée à ce sujet? Ouais. Alors, il n'y a pas des formations pour la maladie cœliaque ou autre, mais je me suis formée en nutrition. Ok. Je me suis formée, j'ai pris une formation sur vraiment la nutrition de base. C'est plus pour... j'avais beaucoup ce syndrome de l'imposteur. En fait, depuis... je suis quelqu'un d'assez intuitive et il y a des choses que je sais, j'ai l'impression sans le savoir. Enfin, c'est très bizarre. Tu le ressens? Ouais. C'est ça, Ouais. on ressent. Savoir sans savoir, Ouais. c'est le ressentir en fait. C'est ça. Non, mais cuisine, depuis petite, je cuisine. Enfin, j'ai pas appris. Une personne m'a dit, bah, il faut faire ça. Je sais pas, j'ai regardé, j'ai fait. Et la nutrition, bah, je retiens ce qu'il y a de bien. J'écoute des podcasts depuis des années. Je lis beaucoup de livres sur la nutrition. Donc, en fait, en soi, j'avais quand même une bonne base. Mais je me suis dit, il faut que je me forme parce que l'information m'a rien apporté, à part peut-être un peu de détails. Je connaissais. Donc voilà, j'ai fait une formation de base. C'est équivalent un peu, je crois, au BTS diététique, mais pas de tout le BTS, une partie de BTS sur la nutrition. Et j'ai fait, du coup, avec la personne qui me reçut là pour le côté digestif, un mentorat de plusieurs mois. Et lui, il est ultra calé en physiologie, donc de santé en général, qui connaît plein de trucs. Et du coup, moi, je lui ai demandé de faire vraiment quelque chose de très poussé sur le microbiote, le syndrome de l'intestin irritable, les maladies reliées à notre intestin, les SIBO, les candidoses, tout ce que c'est vraiment. Et c'est pour toi que tu t'es formée avant tout? Ou c'est parce que tu as ce désir aussi de le transmettre, de le partager aussi à des personnes qui ont ces sensibilités et qui veulent mieux se connaître aussi par rapport à la nutrition? Alors, un peu des deux, honnêtement. J'ai fait aussi ça parce qu'à l'époque, j'avais un suivi. En fait, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais avant les recettes, là, que les recettes sans gluten, j'avais un accompagnement. J'ai fait ça pendant 9 mois. J'aidais en fait les femmes qui avaient une problématique intestinale ou maladie cœliaque ou intolérance à retrouver un équilibre. Donc, avec des plans alimentaires, des recettes, plein d'outils en fait pour simplifier le côté. J'avais des listes d'aliments sans gluten, sans trace, etc. Des vidéos éducatives sur la nutrition, le côté sportif, sommeil. Enfin, j'ai fait un accompagnement assez global et du coup, j'ai accompagné des personnes qui avaient vraiment une personne syndrome de l'intestin irritable. Je connais, mais je voulais bien l'accompagner. Du coup, j'ai pris ce mentorat pour en fait aider mes clientes, me donner plus de connaissances, mais pouvoir mieux les accompagner en fait. J'ai une personne qui a l'endométriose. Alors, je suis pas spécialisée en endométriose, mais je connais aujourd'hui le sujet et du coup, je comprends les impacts sur la digestion. Du coup, la versatilité, j'ai pu plus les verre en fait grâce à ça. Je lui dis à un moment donné, il y a peut-être quelque chose d'hormonal en fait. C'est bizarre, tu te dégonfles pas, on a une alimentation anti-inflammatoire, l'eau de meuf, j'avais fait tout un protocole et en fait, elle avait l'endométriose. Et du coup, on s'est rendu compte que elle a beaucoup dégonflé, elle a même perdu du poids. Mais en fait, il fallait qu'elle travaille sur l'endométriose. Moi, je lui dis, fais-toi suivre par des lépros sur ça. Mais j'aurais pas eu une déclic de cet accompagnement, je j'aurais peut-être pas pensé à l'endométriose parce qu'en plus, elle est même pas mal. Elle a pas mal. Elle a pas de douleur quasiment elle a de la chance, elle a une petite endométriose. Mais c'est ça qui occasionne ces ballonnements. C'est fou parce que l'endométriose, je pense que si à un moment donné, je me dis peut-être que j'ai ça, c'est les règles douloureuses et c'est si je fais du où c'est très abondant, où t'en as carrément qui font des hémorragies, tu vois. Enfin, c'est ça et c'est fou. C'est pas forcément et puis encore une fois, chacun a ses seuils de douleur. Peut-être que toi, tu supportes super bien la douleur et l'autre un peu moins et du coup, tu auras une méga entorse et toi, tu continues à marcher, à courir. Jusqu'à un moment donné où tu dis: «Ah, ça va un peu mal». Et en fait, en tant que femme, on est tellement, je trouve, comment dire? Matrixées, conditionnées à: «Tu as mal pendant tes règles, c'est normal, machin» et je pense que biologiquement, on est faites pour accepter beaucoup plus de douleur que les hommes, qu'en fait, on accepte et on tolère des choses qui sont intolérables. Enfin, qui sont pas où il y a une problématique derrière, quoi. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait là? Là, j'ai mis, donc les pois chiches, j'ai assaisonné. J'ai mis le jus des pois chiches là maintenant, les betteraves et je vais mixer. Alors normalement, il faut du tahini, mais là, j'en ai plus. Dans le vrai, houmous, mais alors là, c'est pas vraiment un vrai houmous parce que j'avais les betteraves
Et l'huile d'olive, je le mettrai après par-dessus. Et je vais mixer, donc d'ailleurs, ça va faire un peu de bruit. Ouais, peut-être que tu te sentais un peu à l'écart, exclu, etc. à cause justement du fait que les personnes qui ne vous prennent pas tout ça. Mais maintenant, du coup, maintenant que tu es à Bali, tu as trouvé un bon équilibre, j'imagine, disons, et maintenant tu te sens mieux avec ça. Ah oui, vraiment, je me sens beaucoup mieux. Mon entourage est au courant. C'est pénible au début quand tu vas expliquer parce que, ok, ils comprennent le gluten, mais quand ils t'accueillent, le stress. Mon père, avant de aussi voir cette vidéo, désolée, mais c'est une cata. J'adore, mais il oublie le gluten. Par exemple, pour les traces, je deviens complètement tarée parce que le bois, ça absorbe. Donc, si tu me coupes ton pain avec gluten, même si tu la nettoies ou tu passes un coup, il y a toujours, ça absorbe le bois. Et tu me recoupes même sur mon pain sans gluten, mais il est contaminé. Le beurre, tu prends ton couteau avec ton pain avec gluten et tu me dis, viens, prends le beurre. Ben non, je peux pas prendre le beurre, du coup, il faut que je prenne l'autre côté du beurre. Et en fait, bon, ça, mon père, il arrive des fois pas à capter. Et du coup, ben, je suis obligée d'être dans le contrôle avec certaines personnes. Alors que je sais que c'est pas, c'est juste que lui, enfin, ça demande beaucoup d'éducation. Et il y a d'autres personnes comme ma belle-mère, je l'adore, mon Dieu, adorable. Dès le début, elle a tout appris, tout compris par elle-même. Elle faisait des gâteaux sans gluten. Et vu qu'elle est vachement carrée, elle est très. Eh bien, je lâche prise. Et c'est trop agréable quand tu manges chez quelqu'un et tu poses aucune question. Tu dis, je sais. Elle me montre, alors là, tu vois, là, il n'y a pas de trace, j'ai pris ça, j'ai gardé toutes les étiquettes. Et là, tu te dis, waouh, la paix mentale que ça t'offre. Donc, ce genre de personne, pépite, quoi. Merci, Laure. Si tu vois la vidéo, Valérie, merci beaucoup. C'est génial Trop parce que mignonne. justement, et puis même pour ton papa, Ouais. c'est pas que tu lui fais pas confiance, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, toi, Mais après, t'as un impact de folie, oui, en fait. oui, Enfin, t'es obligé de tout c'est contrôler. ça. Et les personnes, c'est pas, en fait... je sais que c'est pas méchant, en fait. Je sais que c'est... Elles se rendent pas compte. Ouais. C'est compliqué Bien d'expliquer sûr. à quelqu'un qui ne le ouais. vit pas. Ah oui, Et c'est aussi faut pas le comprendre. culpabilisant de se dire, en fait, je lui impose de cuisiner comme ça. Enfin, même s'il le fait, hein, il me pose des questions, il essaie de faire attention, mais je veux pas... La confiance, elle est pas 100%. Là, on va incorporer les blancs en neige. Si jamais, je vais laisser reposer entre la pâte. Ah, tu mets les blancs de neige là-dedans. Ouais, Ok. pour aérer, tu vois, la pâte, elle est nickel pour les pancakes. Est-ce que Mhm. selon toi, il y a des aliments qui seraient à bannir et qui vraiment pour le coup c'est quelque chose, que ce soit pour ta maladie, que ce soit pour le gluten, que ce soit pour tout le monde en général, qu'est-ce que toi tu recommanderais? Parce que tu as tellement exploré le sujet, tu vois. Ouais, à bannir. Ouais, à bannir où vraiment il n'y a pas de voilà, il y a pas de discussion entre guillemets, tu vois. Bah, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de... Parce qu'il y a la nutrition, il y a le côté santé, Ouais. mais il y a le côté aussi psychologique. Je veux dire, je suis pas pour la personne qui dit zéro produit industriel à vie. En fait, si tu kiffes, prends ton guitare de sneakers, ben mange-le. Enfin, genre, ça va pas te tuer danger de temps en temps. Donc, pas bannir, mais réduire énormément tout ce qui est industriel. Ça a une défaut, c'est plein de perturbateurs endocriniens, c'est bourré de sucre, plein de sel. Il y a plein de produits hyper transformés dedans qui réduisent tes règles, même le microbiote aussi. Les gens qui mangent hyper de céréales, ils ont leur microbiote défoncé. Et du coup, ils sont souvent pas bien psychologiquement, ils ont souvent des maladies, c'est à cause de ça. Donc, moi, les pâtes d'aliments à bannir, j'en vois pas là comme ça. Pas, ça, c'est pas un aliment, mais la cigarette, ça, c'est de la merde. Ça va. Ouais. Voilà. L'alcool, c'est Pas pas fou non non plus, plus, hein. hein. Ouais. Tu bois pas d'alcool toi non plus? Non, Moi non plus. je bois plus depuis. On boit plus, Valérie, ouais. Andrea qui est derrière, Andrea, on boit ouais. plus d'alcool? Ouais. Plus du tout. Parce que même un C'est petit super verre, la génération. mais oui, Franchement. même un petit verre, ça casse le truc. Ah oui, de ouf. C'est toxique même un, tu vois. Et d'ailleurs, bon, c'est l'idée du concept, hein, où tu poses beaucoup de questions, mais tu vois, moi j'ai quelque chose là qui me vient, donc je te pose la question. Est-ce que, et même Andrea, si tu veux y répondre, déjà peut-être depuis quand vous buvez plus d'alcool? Et deuxième question, comment socialement ça a été? Parce que moi ça a été hyper compliqué hein, de ne pas boire, on me force à boire, t'es bizarre, t'es pas comme les autres, tu veux pas sortir. Une pression, t'as senti? Ouais. Tu peux venir, Andrea, Ouais, si tu veux. si tu veux. Tu peux nous joindre, vas-y, viens. Mais je pense que comme beaucoup de gens, on était jeunes, on a aussi profité, on a fait la fête comme on voulait.
Et je le regrette pas du tout. C'est juste que à la longue, en fait, c'est comme tu dis, c'est un équilibre pour tout et qu'à un moment donné, si on exagère trop, si on tombe dans les extrêmes, c'est là que ça nous affecte personnellement et moi, justement, même physiquement, je dirais, c'est que j'ai perdu ma mémoire visuelle à cause de ça et en fait, je l'ai conscientisé que des années plus tard, 4 ans plus tard et à partir de ce moment-là, je me suis dit: «En fait, j'ai pas envie de me faire du mal. J'ai plus envie de me faire du mal». À quel qu'on se faisait du mal? Quand j'ai conscientisé que c'était l'alcool qui m'avait fait perdre ma mémoire visuelle, c'était un gros choc parce que c'était quelque chose de c'est génial d'avoir une mémoire visuelle, tu vois? C'est-à-dire que je pouvais, imagine, tu me demandes, «Oh, tu te rappelles le prix de ce haut qu'on a acheté dans ce magasin?» J'arrivais à revoir l'étiquette visuellement et grâce à ça, je voyais le prix sur l'étiquette et j'étais capable de te le donner, de te le dire et ça, quand j'ai réalisé que j'étais plus capable de faire ça, j'ai été hyper frustrée, en fait. À partir de là, je me suis dit: «En fait», après ça, il y avait plein d'autres aspects aussi. Ça perturbait mon sommeil. Le lendemain, je le voyais sur ma peau. Je me le même au niveau de mon humeur, j'étais pas bien. Tu le disais aussi, tu vois, qu'il y a ça te perturbe sur plein d'aspects et au bout d'un moment, je me suis dit: «Est-ce que ça en vaut vraiment la peine?» tu vois? Est-ce qu'un verre de vin, ça vaut vraiment la peine d'avoir toutes ces conséquences? Même un verre de vin? Ouais, je le sentais le lendemain, ouais. Putain, je le Donc sentais du coup, fou. j'ai décidé d'arrêter à ce moment-là. Je me suis dit: «Non, plus jamais». Je me rappelle mon beau-frère, il m'avait dit: «Moi, j'adorais les margaritas». Et il me dit: «Mais non, mais t'arrêteras jamais l'alcool». J'ai dit: «Tu verras, c'est ma dernière margarita» et j'ai jamais Incroyable. plus bu une seule goutte d'alcool depuis C'est fou. et depuis, tu as raison, j'ai eu, pendant longtemps, la pression sociale où les gens, on disait: «On va boire un verre». Vas-y, moi, j'étais toute contente. Je prenais mon petit coca ou je sais pas, autre chose, tu vois? Et en fait, les gens disaient: «Mais tu bois pas?» et Oh j'étais là là: là, c'est non, j'ai pas envie de boire, alors pourquoi tu voulais qu'on aille boire un verre?» En fait, tout était associé, surtout c'est très français ça, cet aspect-là. À Bali, beaucoup moins. À ouais, Bali, à les gens Bali, sont moins. beaucoup plus compréhensifs Ouais, et ils sont ouais. plus dans cette dynamique aussi de bien-être, de faire attention à son alimentation et à tout ce que, voilà, on met dans notre corps. En fait, je pense que tout a changé au moment où j'ai lâché prise et j'étais plus dans cette dynamique au final. Je pense que j'étais dans une énergie où, j'avais un peu honte aussi de ne pas rentrer dans le moule ou de ne pas faire comme tout le monde. Donc je nourrissais ce truc de devoir me justifier à chaque fois, de devoir donner une bonne raison pour laquelle je ne buvais plus. Et en fait, à partir du moment où je suis sortie de ça, les gens, ils ne me posent plus de questions, en fait. Et en fait, dans ma réponse, je suis tellement, c'est juste pour moi, c'est juste ma santé. Les gens, ils voient qu'il y a plus d'attache relation et en fait, les gens, ils posent même plus de questions. Voilà. Et ça ne nous empêche pas de faire la fête. Ça, il faut vraiment, vraiment le conscientiser. Je suis une personne qui fait la fête, j'adore danser. Et justement, je trouve que arrêter l'alcool m'a permis de me reconnecter encore plus à toutes les versions de moi et que malheureusement, beaucoup de gens utilisent l'alcool comme pour avoir plus confiance en nous. Et en fait, quelque part, c'est triste parce que justement, sans alcool, ça nous permet de nous reconnecter à cette version qu'on aimerait être et qu'on peut être sans alcool. C'est juste. C'est trop beau! C'est Ah trop là beau. là! Merci en tout cas pour Merci cette de intervention. Merci. Ah. J'aimerais aussi parce que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté, toi et moi, de ça. C'est du côté donc sommeil. C'est pas uniquement le côté nutrition, mais beaucoup aussi sommeil, sport, cycle féminin. C'est des Ouais. sujets que tu abordes davantage et qui, moi, me font du bien. Parce que souvent, Merci. quand j'ai mes règles, soyons très honnêtes, et que je suis sur mon téléphone et que je vois des personnes hyper productives, etc., je culpabilise d'arrêter. Et toi, c'est quelque chose maintenant que tu mets en avant. Tu oses mettre Ouais. une story. Ah ben là, les gars, je suis dans ma période. Je suis sur le canapé avec mon ordinateur, mais je culpabilise pas d'être autant productive parce que je ne peux pas être autant productive, tu vois. Et on en parle de plus en plus et je sais que tu en parles de plus en plus sur ça. Et à quel point maintenant tu gères ton quotidien avec ça finalement, avec ton cycle, même le sport que tu fais, etc. Et en fait, j'en commence un petit peu à en parler, mais j'en parle pas énormément parce que j'apprends aussi mon cours, hein. Je suis encore en phase d'apprentissage. Mais d'ailleurs, je pense là assez prochainement sortir un e-book sur le sujet qui va mettre un petit peu tous les sujets où il y aura un e-book peut-être par thématique. Le cycle féminin, hyper important. En fait, on nous apprend pas, comme je suis à l'école, on nous apprend pas à comprendre notre cycle en tant que femme. Et en fait, c'est une base. Tout le temps, on a notre cycle, en fait, on a ces phases-là. Tous les mois, on saigne. On conscientise pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça m'impacte, pourquoi j'ai eu un déclic. Je suis avec du coup un homme qui est
très dans son énergie masculine, qui est un entrepreneur, qui bosse énormément. Donc, c'est une énorme source d'inspiration. Et on est ensemble depuis longtemps. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait genre copier-coller. Je pense que lui s'est trouvé un peu plus tôt que moi dans notre début de couple. Et moi, j'étais plus en phase de je me découvre, hein, on était ensemble, on était des adolescents. Et en fait, j'ai copié un modèle masculin qui n'est pas du coup un modèle féminin. Il n'y a pas de case, hein, mais j'étais complètement déconnectée du coup ce côté un peu plus féminité. Et en fait, j'ai eu dans mon premier business que j'ai lancé, j'ai eu une énorme saturation. Je pense que j'étais à 2 doigts de faire un burn-out parce qu'en fait, j'étais dans une énergie tout le temps masculine et j'étais déconnectée de mon corps, déconnectée de mon cycle. Je faisais du sport comme un homme. Il y a pas, encore une fois, des sports qui c'est pour un homme ou une femme. Je suis pas du tout dans ça, mais c'est la manière de le faire. C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais du crossfit, c'est génial, mais je faisais la même intensité que quand j'avais mes règles. À l'époque, je saignais 10 jours et j'avais un stérilet et j'avais des règles quasi hémorragiques et j'allais de la même intensité et j'étais en mode discipline, machin, on y va. Mais c'est hyper restreint. Ça te défonce et ça t'accentue encore plus ces syndromes prémenstruels, pendant les SPM. C'est cata. Et en fait, j'ai eu un pas en déclic. Rémi me disait beaucoup, t'es beaucoup dans ton énergie masculine et tout ça quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Moi, je le vivais trop mal. Je me dis, mais attends, n'importe quoi, je suis une fille. Et en fait, Raph me l'a dit, tu me l'as dit, parce qu'on s'est rencontrés à un moment, à un networking. Et en fait, on a discuté avec une fille qui s'appelle Alicia, qui, elle, aide des femmes à se reconnecter à leur féminin et faire du business, puisque les deux sont tout à fait possibles. Et en fait, elles m'ont dit, mais en fait, t'es hyper féminine physiquement, mais tu parles comme un homme, tu agis comme un homme, t'es hyper dans la masculinité. Et là, je me dis, attends, VSL, page de vente. Ouais, j'étais là, allez, data. Tunnel de vente. Tu parles de quoi là? Moi, je DM un par un. Ah oui, t'as toujours regardé comme ça. Ah, c'est intéressant. C'était hyper enthousiaste, mais je comprenais rien. Et en fait, elles m'ont dit, et merci vraiment, vous avez été les personnes qui m'ont fait ce déclic. Et je me suis dit, attends, ça fait une demi-heure qu'on parle ensemble, 20 minutes. Elles me connaissent pas de avant, de machin. Et en fait, elles ont déjà ce sentiment-là que Rémi me disait, que Raphaël, notre voisin, me disait. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu une grosse saturation. Et elle m'avait dit, Alicia, que si tu continues comme ça, tu vas pas y arriver. Ça a été le cas. Je me suis dit, non, je vais y arriver. Et en fait, j'ai fait une pause pendant 1 mois et demi et je me suis reconnectée à ce que j'aime, ce que je veux plus. Et en fait, c'est bête, hein, mais oui, se reconnecter à cette énergie un peu plus féminine m'a fait énormément de bien, de ralentir, de pas culpabiliser, d'accepter que j'ai peut-être besoin d'1 heure de plus de sommeil comme chez et c'est OK. Que pendant mes règles, je vais pas être forcément productive, mais du coup, je vais faire des trucs plus douces. Que pendant des moments en phase d'ovulation, je vais avoir vachement d'énergie, ben vas-y, entreprends encore plus, fais encore plus. Et en fait, ça a été game changer sur aussi, de rien, les réseaux. J'ai explosé à partir du moment où j'étais alignée, en fait. Ça se ressent parce que je t'ai connue avant et après. Et après, justement, sur les réseaux sociaux, je voyais que t'étais beaucoup plus douce, beaucoup plus, tu vois, lumineuse. Vraiment, ça se ressentait, ça se voyait même physiquement. Et tu vois, je pense que c'est cette pression, parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. J'avais aussi ce truc de contrôle. Je pense que c'est nous-mêmes qui nous mettons en pression. Parce que, ta chérie, en aucun cas, je pense qu'il a voulu te mettre la pression. C'est toi-même qui te mettais cette pression. Je dois être comme lui. Inconsciemment, c'est pas qu'il me la mettait, mais il a été beaucoup leader dans la relation, à me guider. Donc ça m'a énormément aidée, ça m'a débloqué plein de peurs que j'avais, la peur du regard des autres, d'entreprendre. Il m'a vachement poussée, mais positivement, en mode: «Vas-y, je crois en toi, faut que tu le fasses, machin». Pour le sport aussi, hein, il m'a beaucoup aidée à me dépasser. Enfin, franchement, j'ai trop de chance. Mais en fait, lui, il s'en est voulu quand j'ai fait cette saturation parce qu'il s'est dit: «En fait, ça se trouve, je te pousse dans un modèle qui ne correspond pas et en fait, mets-moi des stops, genre, dis-moi non, j'ai pas envie, en fait». Et maintenant, il est beaucoup plus à l'écoute parce que en fait, c'était ma faute, hein. Franchement, je lui mets aucune responsabilité. C'est moi qui ne savais pas m'écouter et du coup, je disais oui à tout, je suivais et maintenant, lui, il est plus dans le truc de me laisser le temps de: est-ce que ça lui va? Est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle veut pas? Et vu que c'est quelqu'un qui est très leader, des fois, il me posait même pas la question si j'avais envie ou pas d'aller voir des amis, parce que je disais oui à tout. Maintenant, il va plus me dire: «Est-ce que ça te va? Est-ce que machin?» Et moi, je lui dis: «Non, là, j'ai pas envie, mais j'y vais pas» et j'assume et je m'en fous. C'est génial. Et oui, j'ai envie, je fais. Donc C'est libérateur. Ah ouais, c'est Vraiment. génial. Donc, il y a vraiment un avant-après depuis que tu comprends des cycles. Et en fait, c'est comme si la maladie, le déclencheur,
c'est un cadeau mal emballé. On a toujours c'est un cadeau mal emballé, mais qu'on connaît après par la suite, tu vois. On connaît c'est quoi mes cadeaux. On reconnaît ça. Et en fait, ça t'a permis justement de trouver une idée à toi, de pouvoir même inspirer les autres de par toi ce que tu crées et comment t'as vécu le truc, tu vois. Donc c'est génial. C'est vraiment top. Là, on va tout couper. Donc là, il y a du thym sans méthane au levain qui a été écrit hier. Ouh là là. On va le couper, on va couper des tomates à lui et après on va tout faire rôtir. Donc on sent les deux de un peu à ce passage-là. Et après on va manger. Mais c'est trop bien. Et je voulais, si Simon, tu es à la maison sur une thématique importante aussi que j'aimerais que tu abordes, c'est quels sont maintenant, qu'est-ce qui t'a déjà donné envie de créer une chaîne pour parler de tout ça? Eh bien, ça va beaucoup te saucer et te mettre en avant. Et c'est vrai, je ne suis pas payée pour dire ça. Mais Naomi est un bout de femme extraordinaire qui dit les choses, qui te fait sortir de ta zone de confort. Et en fait, honnêtement, on m'avait plusieurs fois parlé de YouTube et j'avais pas la vision, je savais pas qu'est-ce que je pouvais faire, quel concept. Mon chéri m'en a parlé, j'ai eu des amis. Et en fait, j'ai fait en fait, avec Naomi, on se connaît depuis un moment, mais beaucoup par message, parce on s'est eu à cette réunion-là, networking. Et après, on a continué vachement à échanger, donc on a beaucoup appris à se connaître. Tu es rentrée en France aussi. Voilà, t'es rentrée. En fait, elle est rentrée en France, elle est revenue sur Bali. Et quand on s'est revus, tu m'as posé des questions. Voilà, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu veux? Et du coup, tu m'as parlé de YouTube et tu m'as dit, mais pourquoi tu fais pas YouTube? Et en fait, j'ai commencé à peut-être donner mes arguments et tu m'as dit, mais regarde, quand tu me parles de ça, tu pourrais apporter ça. En fait, tu m'as donné tellement d'arguments et avec ton énergie, et je me suis dit, mais en fait, elle a trop raison. Pourquoi je le fais pas? Et en fait, je l'ai senti que c'était le moment aussi. Et je pense que tu as été l'élément déclencheur, comme beaucoup de choses au final. Donc franchement, merci. Mais tu sais que tu as senti que c'était le bon moment et c'est pour ça que souvent, on se bride par rapport à YouTube, etc. Parce qu'on veut que les choses soient carrées, on veut être un as au montage, etc. Tu vois. Alors que les choses les plus naturelles, c'est les meilleures. Et encore une fois, comme je t'ai dit, une vidéo longue, tu peux la couper en petits morceaux, tu peux en faire des réels. En fait, pour moi, le format long, il est génial pour ça. Et surtout parce que tu peux communiquer ton message de manière plus sereine. T'es pas dans le speed de devoir tout partager en 1 minute 30, tu vois. T'es beaucoup plus dans ce truc de, ok, je partage des choses qui sont intéressantes et qui, moi, m'intéressent. Et ça crée quelque chose, une connexion vraiment, davantage de connexion. Et puis, du coup, et donner un conseil, moi, je pense que ce qui m'a lancé, c'est le fait de le faire aussi avec quelqu'un et avec toi, en fait. Je me suis dit, ok, la belle excuse, elle va venir et vas-y, on le fait. De prendre quelqu'un avec qui vous avez confiance, qui vous posera des questions, soit, là, il y a Andrea qui est derrière avec nous, qui est hyper bienveillante, et sans énergie, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est derrière qui vous pose des questions. Et s'il faut vous couper les questions et vous parler pour déjà vous sentir à l'aise, ou ce genre de format, pour vous donner l'impulsion, en fait. Quand vous engagez avec quelqu'un, vous n'avez plus le choix. Enfin, vous n'avez pas à annuler. Et je pense que ça peut aider. Parce que dans un premier, que se retrouver devant sa caméra et dire. Parce que là, en fait, je parle, je sens que elle va être publiée, vous la verrez, mais je parle à une amie, du coup, c'est beaucoup plus naturel, je trouve, complètement, comme première vidéo déjà. Tu as quelque chose qui est très intéressant aussi, tu m'as dit, avant moi, il y a plusieurs personnes qui t'ont dit de créer une chaîne YouTube. Et ça m'a évoqué aussi quelque chose d'important, c'est que souvent on se dit, j'ai pas envie de partager mon message, de parler de telle thématique parce que ça a déjà été dit. Ouais. Mais finalement, tu vois, si moi je te l'avais pas dit, tu l'avais quand même entendu avant, et pourtant ça n'a pas eu ce déclic-là. En fait, on a une mission, c'est celle de partager un message qui nous tient vraiment à cœur, et si nous on veut le partager, c'est que la personne elle est prête aussi à l'écouter. Et c'est pour ça que j'invite toutes les personnes à communiquer leur message, même si cette chose-là a peut-être été dite, parce que de par votre énergie, ça touchera une autre personne ou ça touchera la personne d'une manière différente. Donc, on a tous finalement quelque chose à apporter, tu vois. Et ça, j'avais vraiment envie de le mettre en avant parce qu'on a tous quelque chose à apporter, même si... Parce que dans tous les cas, la manière dont je t'ai communiqué mon message devait être forcément différente des personnes qui t'ont communiqué. Les raisons devaient être différentes aussi. Donc,
Ouais. C'est un match aussi. En fait, on est tous interconnectés et c'est un match entre ce que la personne dit et ce que la personne est De ouf. prête à recevoir. Donc ça, c'est hyper Dingue. important aussi. Tu as Donc bien fait, ouais, de le Ah oui, oui. préciser. Et tu vois, à chaque fois que j'ai un élan de partager quelque chose, souvent, j'ai un élan de faire une story. Et je me dis, Trop bien. si j'ai cet élan-là, c'est qu'il y a une personne qui doit l'écouter. Et à chaque fois, ça paye parce qu'il y a une personne qui m'envoie un message. C'est vrai? Naomi, Incroyable. que j'étais dans une période où J'avais besoin d'entendre ton message, tu vois? Donc on est tous d'être un truc évité. Si on a cet élan de partager, de créer une chaîne YouTube, de créer un podcast, c'est qu'on doit le faire. Il faut les écouter, ouais. Et en fait, si vous vous sentez là dans vos tripes qu'il faut le faire, faites-le. Et en fait, si vous avez des peurs, dépassez-les dans le sens qu'en passant à l'action, vous allez voir que vous êtes capable, vous allez le faire. Et c'est souvent les meilleures décisions, en fait, quand tu fais quelque chose qui vient de tes tripes avec envie et je le sens, faut que je le fasse, souvent ça a un impact. Regarde, ton exemple, tu penses à un sujet, tu dis, il faut que je partage en story, je suis sûre que ça va impacter quelqu'un. Bim, on s'en va quelqu'un. C'est incroyable. C'est important de se dire qu'au début, quand on commence quelque chose, on va pas impacter les milliers de personnes, mais c'est OK. Parce que déjà, si tu impactes 1, 2, 3 personnes, tu vois, avec ta chaîne YouTube, déjà, tu as une belle audience sur Instagram, ça va prendre petit à petit. Mais déjà, si tu impactes 1, 2, 3 personnes, c'est génial. T'imagines si tu peux aider les personnes avec la nutrition, avec le sommeil, avec la santé. Je trouve ça vraiment génial. c'est comme ça qu'on construit un impact sur le long terme. C'est pas en voulant faire tout de suite, Ouais, c'est ça. tout dans la stratégie. Surtout que nous, on est des profils hyper intuitifs. Donc, ça Exactement. marche pas avec nous, Non. tu vois. Non. Donc ça, c'est vraiment Ouais, hyper important. hyper important. Merci pour tes mots, c'est trop Avec plaisir. Merci à toi, t'es un amour. Hein. J'ai de la chance. Et quels sont, du coup, qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite, que tu aimerais communiquer? Quelles sont tes pensées? Parce que je pense que même si c'est pas encore matérialisé, c'est important de se dire, OK, si on le dit, on va encore plus s'y impliquer, tu vois. Donc, quelles sont les pensées? Est-ce que tu as envie de créer en ce moment? J'ai vraiment envie de me mettre à fond sur YouTube. Oui. J'ai vraiment envie de me mettre à fond sur YouTube. J'ai réfléchi à plusieurs projets, des vlogs aussi. C'est vrai qu'on est à Bali. Moi, je monte quasiment pas Bali, alors que c'est incroyable là où on vit. Je me dis, mais ça peut inspirer, ça peut donner envie. Donc, je vais faire plus des vlogs aussi, mais même très spontanés. Par exemple, là, j'ai pensé à quelque chose. Ouais, vas-y, je t'en prie. Je coupe des petites lamelles là, comme ça, Ok. c'est du Alzumi. Par exemple, mon frère, il fait du paravent, il fait beaucoup de rando. Et il a passé le J-pop porter les gens. Et du coup, j'ai trop envie de le vlogger, ça. Je me dis, ça sort de mon cadre, ça n'a rien à voir avec la nutrition, mais ça fait partie de moi. Le côté nature, j'ai une super relation avec lui. C'est OK de se faire filmer, mais ce genre de choses. On fait des fois des dimanches de ouf. On va dans le Nord, on mange dans des restaurants. Du coup, il y a le côté, forcément, je dois adapter pour le gluten. En fait, il y a plein de trucs, plein de concepts qui peuvent être faits. Et j'ai très envie aussi de continuer ce genre de concept avec des entrepreneurs. Là, j'ai beaucoup parlé moi, c'était un peu le début, l'amorce, mais l'idée, ça sera de faire un podcast dans la cuisine où je vais chez les gens, où les gens viennent chez moi, on fait une recette et on met en avant, peut-être ça sera une seconde vidéo où on met en avant aussi l'entrepreneuse. Moi, j'ai envie d'être plus avec les femmes, ce sera OK avec des hommes aussi. Et trop partante si c'est OK de faire une prochaine vidéo et de mettre en avant parce qu'elle fera franchement, t'apportes des choses incroyables, t'as une super activité. Non, vraiment, et je trouve que c'est bien de mettre aussi en avant des profils comme ça. Ça sortira un petit peu du côté que cuisine, mais on fera de la cuisine ensemble et bien sûr. Mais mettre en avant des profils comme ça qui font du bien au monde, je trouve que c'est trop bien. C'est adorable. Et qu'est-ce que j'ai vu que tu mettais en avant aussi le côté authentique, etc. À quel point, pourquoi tu as envie de faire les choses justement de cette manière authentique et pourquoi c'est important pour toi cette authenticité, parce que tu en parles énormément aussi de ce côté authentique. Parce que je pense que je peux pas faire autrement. Je suis quelqu'un, je suis entière, donc si je fais pas les choses avec authenticité, ça va se voir. Ouais. Et j'aurais pas envie de le faire. Donc voilà, et puis je trouve qu'on ça va faire très bisounours ce que je veux dire. Ça va faire très le monde est beau mais je trouve qu'on est dans un monde où on manque d'amour, on manque de spontanéité, de lâcher prise. Et en fait, j'ai envie de véhiculer ça. Je pense que sans prétention, et je l'ai compris avec l'outil du Human Design, j'ai la capacité d'influencer les gens et je pense être et j'espère être une bonne personne. Donc en fait, j'ai envie d'influencer positivement les gens. Il y a des recettes, mais en fait, c'est le côté, je prends l'initiative, je le fais, j'apporte de ta joie, de la joie, même si tu me vois 1 minute faire une recette, tu dis: «Ah mais c'est cool, elle m'a apporté de la gaieté». En fait, j'ai envie d'apporter, voilà, de l'amour, de la joie et au-delà des connaissances et tout ça, j'ai envie d'apporter, quelque chose de positif parce qu'il en faut dans ce monde.
C'est trop beau ce que tu partages Et tu vois, on a mille et une façons de communiquer notre message. Et toi, de ce que tu me dis, c'est vraiment de par ton énergie, de par ta bienveillance, de par ton authenticité. Et ça touche une catégorie de personnes. Dans le fond, on peut pas toucher tout le monde, mais ça touche les personnes, justement, qui soit ont déjà cet aspect en elles, authenticité, soit des personnes qui ont cet aspect authenticité, mais qui veulent le mettre davantage, tu vois, qui se disent, ah, mais moi aussi, j'ai envie d'être vraie, moi aussi, j'ai envie de me reconnecter à moi. En fait, tu aides les personnes à ça. Parce que souvent, on met pas assez en avant ces personnes-là et on va leur dire, voilà, des préjugés. Alors que de voir des personnes comme toi, c'est une invitation aussi à être pareil. Tu vois, moi aussi, j'ai envie de mettre les choses en avant. Moi aussi, j'ai envie de faire une vidéo facecam, même si c'est pas hyper stratégique, mais juste de manière spontanée. Et tu le fais. Tu le fais quand tu fais des vidéos facecam, t'es pas forcément maquillée. Tu le fais juste avant d'aller au sport. Tu es vraiment hyper authentique. Et en fait, quand on voit des personnes agir de manière authentique, ça nous pousse aussi, ça nous autorise d'une certaine manière à le faire. Et Donc, plus de personnes qui le sont, c'est aussi une ouverture à ce que d'autres personnes qui le sont aussi, qui veulent l'être, puissent l'être davantage, tu vois. ouais, C'est hyper intéressant. C'est vraiment l'objectif, c'est ça. Et aussi mettre en avant, je pense, c'est un peu mon cheval de bataille. On a parlé toutes les trois là tout à l'heure. Ce côté où, dans notre société, je pense que ça est de plus en plus valorisé, ce côté authentique, émotion, cette intelligence émotionnelle, je trouve qu'elle n'est pas assez valorisée aujourd'hui. Moi, j'avais peur, pour vous dire, de mettre sur les réseaux pour être critiquée. En fait, je suis quelqu'un de très authentique et j'avais peur qu'on croie que je sois quelqu'un de superficiel parce que je me montre sur les réseaux. Alors que oui, des fois, je me montre, là, je suis maquillée, mais des fois, je fais une story, je suis pas maquillée. Mais ça fasse trop le truc égocentrique. J'avais peur de ça. Ok. Et en fait, je me dis, en fait, je suis pas quelqu'un, je pense pas, d'intellectuel, même si j'ai des connaissances et sur des sujets précis. Mais je suis quelqu'un, voilà, où je vais avoir de l'énergie, je vais amener voilà, de la bonne énergie, je vais être dans ça, dans ce truc plus émotionnel. Et je me dis, mais en fait, ça peut être une énorme force et ça peut aider les gens à se dire, en fait, elle est pas superficielle, elle est authentique, elle a son business, ça marche. Et en fait, elle est pas dans ce côté, elle a fait 10 ans d'études, elle s'est arrachée, elle a fait... En fait, montrer que, il y a pas de code, en fait. À partir du moment où tu es aligné et que tu te sens bien, ça peut marcher. Donc j'ai envie d'un petit peu véhiculer ça et mettre un petit peu une revanche, sur ça. C'est que, tu pas besoin d'exceller, dans un domaine pour, commencer à le faire et je sais pas si c'était clair? C'est très clair. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que ce qui est important surtout, c'est que tu pas besoin d'avoir fini ton cheminement pour aussi commencer à en parler. Parce que ça, si, tu vois, même si on est en chemin, on peut commencer à en parler parce que si on l'expérimente, si on voit des bienfaits sur nous, c'est important. On se dit, mais si ça marche sur nous, forcément, ça peut fonctionner. Pas forcément sur tout le monde, mais ça peut fonctionner si tu l'essayes, l'expérimentes. C'est OK, tu vois. Et tu vois que à quel point même ce côté intellectuel, c'est la manière dont tu le communiques qui fait ta singularité. Là, tu le communiques, on n'est pas dans un studio de podcast, on est en train de faire à manger. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que toi, tu veux communiquer ton message de cette manière-là. C'est ça. Donc, ça. What's next? Eh bien, je pense qu'on va couper. OK, vous allez nous reprendre à la dégustation parce qu'on va tout cuire. Donc, l'eau, s'il est au frais. Là, on va faire des toasts avec du beurre grillé. On va faire confire avec un petit peu de miel les tomates, la vanille, le pancake. Et on va manger. Manzane! Oh my God! Infine, mangiamo! Donc, vous allez rien louper de très intéressant à part plein de discussions et de cuisson. Parce que du coup, les pancakes à la banane ont été cuits. J'ai rajouté du miel, des petites rondelles de banane, des petites graines de pourpre. On peut même rajouter, on va le faire, un peu de... Vous aimez le beurre de cacahuètes? Je meurs le beurre de cacahuètes. Il n'est même pas encore entamé en plus. C'est que je le mange avec... c'est terrible. Là, on a le houmous, la betterave. Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive et du gros sel. Là, c'est les petits bâtonnets de concombre pour le houmous. Les œufs mollets qui ont été rattrapés par c'est très compliqué à enlever la coquille. Je vais rajouter l'aloumi sur les toasts. Donc là, j'ai fait juste griller les tranches de pain, snacker avec un peu de sel, beurre salé, les tomates. On va rajouter l'aloumi. L'aloumi, j'ai mis du miel pour caraméliser et les œufs. Et puis, je peux le faire Allez, j'ai une question à te poser parce que Dis-moi. j'ai observé comment tu as cuit. Ah, il y a l'aloumi aussi. Comment tu as cuit tes trucs, etc. J'ai
entendu 2 versions par rapport au sel. Tu as des personnes qui disent « faut pas manger de sel, c'est pas bon du tout » et d'autres personnes qui disent, qui sont dans la nutrition, qui disent « en fait, le sel, c'est super bon si tu prends du gros sel et j'ai vu que tu prenais du gros sel et que t'en mettais pas mal quand même. Toi, c'est quoi est-ce que tu penses que c'est bon? Comment tu gères ça? Du coup, pour répondre à ta question, en fait, le sel, c'est comme tout. Tout excès, l'excès fait le poison. En fait, il y a beaucoup de recommandations sur le sel parce que aussi, il y a beaucoup de consommation industrielle. Dans tout ce qui est produit industriel, c'est bourré de sel. Donc, en fait, ça sert à rien de rajouter du sel dans un plat qui est déjà industriel. Quand tu cuisines tout brut, ben voilà, le pain, oui, il y a un peu de sel. C'est un pain quand même s'il est fait par les boulangers, ils rajoutent du sel. Mais tout le reste là qui est là, il n'y a pas de sel de base. Non. Rajouter, bon, il y a un côté cuisine, exhausteur de goût, etc. Mais sur le côté santé, c'est hyper important de consommer du sel. Des fois, on fait de la rétention d'eau parce qu'on ne consomme pas assez de sel. Je vous le jure que c'est vrai. Ah oui, d'accord. Ouais. Et le sel, très important quand on vit dans un pays chaud, Bali, quand on est sportif, parce qu'en fait, avec la transpiration, on perd beaucoup de minéraux. Et en fait, si tu prends pas assez de sel, le sel, ça permet de gérer et réguler aussi la transpiration. Quand tu transpires beaucoup, c'est-à-dire que tu perds aussi beaucoup de minéraux. Et en fait, le sel, il permet, c'est du sodium, du coup, le minéraux, d'absorber le potassium, le zinc, plein de choses. Donc, si tu consommes pas assez salé, tu absorbes pas aussi tous les minéraux et tu es une passoire, quoi, tu perds beaucoup. Donc, c'est important. Et idéalement, donc là, c'est du gros sel, mais idéalement, le sel, alors, en fait, il y a des sels, c'est vraiment de la merde, hein. Des sels de table, c'est vraiment les bas de gamme. Il faut prendre idéalement du sel marin iodé. C'est le mieux. Okay. Donc, gros sel marin iodé ou sel fin, mais le gros sel, il est plus brut parce qu'il n'a pas été retravaillé, qu'on va dire. Et j'avais une autre question aussi par rapport. Alors, déjà, est-ce que je l'ai bien fait ou t'en veux que le mot? J'en ai un peu mieux. J'ai un assistant. Le truc, c'est que je prends du zinc en complément alimentaire. Ouais. Et le truc, c'est qu'on me dit, oui, mais si tu mélanges le zinc avec le magnésium, et ça fait effet placebo. Et en fait, comment tu me recommandes de prendre mon zinc en gélule, mon magnésium en gélule et mes multivitamines en gélule? Alors, en fait, c'est pareil. Si tu veux, s'il y a beaucoup aussi de mélange sur un peu les compléments alimentaires, de confusion. Je suis pas experte 100% dedans, mais de ce que je sais, c'est que normalement, on n'aurait pas besoin d'en prendre si tu manges une vraie alimentation très équilibrée. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de nutriments, si tu manges du bio, qui ont plus les mêmes qualités nutritionnelles qu'avant, et donc du coup, souvent, ça en manque. Si tu es sportive, si tu es entrepreneuse, tout ça, tu as plus de stress, donc tu perds plus facilement aussi des minéraux. En tant que femme, avec le cycle menstruel, on en perd aussi beaucoup. Donc, ça peut être intéressant. Mais d'abord, la priorité numéro 1, c'est revoir son alimentation avant de se complémenter. Si on revoit son alimentation et qu'on a fait aussi des prises de sang et qu'on voit qu'il y a une carence, il faut se complémenter. Pour la prise des compléments alimentaires, ça dépend de ce que tu prends. Le zinc, il faut que tu le prennes avant un repas 30 minutes ou après un repas. Si tu veux, le zinc va être absorbé avec d'autres aliments. Tout seul, il n'est pas bien absorbé par le corps. C'est trop... tu as d'un coup un temps de milligrammes que tu absorbes. Voilà. Le magnésium, c'est mieux de le prendre le soir parce que le magnésium, ça aide en fait à calmer ton système nerveux et aussi pour avoir un bon sommeil. Donc, il vaut mieux que tu le prennes le soir. Après manger. Après manger. Okay. Avant manger, je conseille moins. Après manger. Okay. Le fer, faut pas que tu prennes avec du thé ou du café parce que la caféine, elle absorbe le fer. Donc, faut que tu le prennes dans un repas classique sans caféine, théine. Et les oméga 3, donc c'est très important, mais il y a beaucoup de gens qui le prennent mal. Il faut le prendre avec une source de gras. Donc, tu fais tes œufs le matin, le jaune d'œuf, c'est du gras. Donc avec des lipides. Si tu ne prends que tes oméga 3 et tu manges du blanc de poulet avec des courgettes, j'en sais rien, bah tu vas pas bien absorber les oméga 3 non plus dans ton corps. La vie. Est-ce que tu veux en mettre plus du coup de... Allez, vas-y. Je t'en prie. À la nuit, là, je pourrais tuer des gens pour ça. Moi aussi. C'est vraiment beau. Beurre de cacahuètes à l'oignon. Ah là là, on va se régaler. Est-ce que je peux prendre la cuillère? Non, bah vas-y, là, je suis. Vas-y. C'est quand je fais mes recettes, à chaque fois, je goûte les trucs là. Donc, je gâche rien. Tac. J'ai fait beaucoup d'aluminium, il en restera. Il ne restera pas, je pense qu'il en reste. En plus, le miel là, t'as les caramélises là-bas. Comme ça va péter là. On va se régaler. C'est pour ça qu'on a appelé cette interview. C'est ça en fait. Ce qu'on veut dire, manger trop chaud. Et ça, c'est une recette, ça fait trop la pouf qui fait ses petites ventes là, mais c'est une recette qui arrive bientôt là, je l'ai tournée ça là, il y a plus longtemps. Ok, exactement comme ça. Ouais, le pain. Et bien, on va pouvoir avoir le meilleur moment de la vidéo. Tu es avec nous,
Ça a l'air trop. Eh ben, bon appétit, hein. Tiens. Merci. Oh là là. Je le mange comme ça. Bon, mais bon appétit, les filles. Eh ben oui, on va goûter là. ASMR. Au barbon. Ah, le miel. Ils sont pas trop secs. Non. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont pas. Ils sont pas très sucrés après. Voilà. Mais il y a le miel Exactement. là. Moi, j'aime bien quand c'est pas sucré. Ah ok, ben si jamais, Voilà. il y a le miel, si tu veux rajouter. Trop bon. Qui boit. C'est excellent. Pancake. Les pancakes. Les pancakes. Tu dis pancake ou pancake? Pancakes. J'ai pas de pancakes. Elle est trop mignonne. Elle est toute délicate et tout. On y va comme des bourrins. Ah ouais. C'est une souris, ça rase. Pardon. Elles sont Ça bonnes. vient du cœur, moi. Ouais. Elles sont bonnes les pancakes. Ils sont C'est bonnes. une tuerie. C'est une dinguerie. Ah mais ça me fait On a le très droit de plaisir. dire des gros mots sur YouTube ou pas? Ou t'es bipé? Mais je sais pas, pour ça tout à l'heure j'ai dit un gros mot et j'ai corrigé. Ou c'était un mignon gros mot ce que t'avais dit. Chiant. Ouais, chiant, ça va. C'est Moi, je purée. dis- Moi, je dis c'est une putain de dinguerie. Alors, j'adore. La bouche pleine. Ouais, c'est ça. C'est trop bon. Je pense que le mieux, c'est le miel avec la lomi. Ça fait toute la différence. Eh bien les filles, on va se régaler. On va terminer la vidéo ici. Donc merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que ce tout premier format de vidéo YouTube vous plaira. Il y en aura plein d'autres qui vont arriver. Merci à vous d'être venus, m'avoriser, ici à toi, follow. Merci à toi, j'ai la chance. Franchement. Bah, c'est le minimum quand même, Kardec. Qu'est-ce que vous avez fait? Tu nous as refait, vraiment. Mais ça a été trop plaisir. Merci Rocco. Merci pour ce temps. Franchement, alors je pense que j'en ai partout. C'est super agréable de faire ce podcast avec toi. Vraiment, c'était hyper agréable de partager. Et je pense qu'il y a plein de petites pépites dans la vidéo, donc je suis d'accord. Moi, je vais regarder en direct. La meilleure partie, c'est ça. Abonnez-vous, likez, commentez. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis, à très bientôt. Des gros mouchous! Des gros mouchous!